Tenez, monsieur. 22. 22, il faut qu'on ait bouclé. Bon, bah, c'est effroyable de conclure. On va commencer par, enfin, je vais commencer par dire que je trouve que ces présentations ce matin étaient fantastiques. Ah, mais tu peux le dire. Hein. Merci. Ah, oui, c'était absolument remarquable. Du coup, c'est très très difficile de faire une synthèse. Il faudrait 3 heures pour faire la synthèse, donc on recommencerait. Ça n'aurait pas grand intérêt. Voilà, je voulais vous remercier tous du fond du cœur de la qualité de ce qu'on a entendu ce matin et de la réflexion que ça nous évoque. Alors, on s'était donné comme règle de donner 3 idées chacun, 3 idées qu'on retiendrait de cette matinée. Tu veux que je commence? Vas-y, comme d'habitude. Ah bon, c'est moi qui commence. Honneur aux anciens. Voilà. Merci. La première idée qui m'est venue, c'est que avant de cette conférence, je faisais une distinction assez nette entre le court terme, long terme. Le court terme, c'était de l'efficacité, le long terme, c'était la gestion des risques. Et je me suis aperçu ce matin qu'en fait, c'est quasiment indissociable. C'est que dans tout ce qu'on a entendu, la tension entre court terme et long terme, c'est aussi la tension entre le prédictible et l'imprédictible, c'est la tension entre l'efficacité et la performance. Donc ce sont 2 choses qui finalement ne peuvent pas être dissociées dans une politique KM. On fait du KM à la fois pour faire de l'efficacité à court terme et à la fois pour maintenir l'organisation sur le long terme, la rendre sustainable, enfin pérenne. Et je renvoie à ce que disait Patrick Coustier au début, on attendra toujours le KM au tournant de toute façon, il faudra qu'on prouve la rentabilité à court terme de ce qu'on fait. Et on retrouve cette idée de l'écosystème, finalement, on est en train de bâtir un écosystème c'est à la fois court-termiste et long-termiste. Les jardins, c'est pour avoir des carottes demain matin et des olives dans 20 ans. La deuxième idée que je retenais, c'est que autant l'efficacité qui est en fait la connaissance prédictible, basée sur des processus documentés, référentiels, beaucoup de gens ont parlé de ça, elle est rassurante, elle est mesurable, et elle est effectivement mesurable par des gains de temps. Essentiellement, c'est le temps qui va être le moteur principal de la preuve de l'efficacité. Et lorsqu'on parle de performance, on a parlé ce matin de performance beaucoup, c'est plus difficile, parce que la performance est relative à une histoire. C'est un chemin, une thérapie, comme on disait ce matin, comme disait, comment il s'appelle, Monsieur Roux, son prénom, j'ai oublié. Patrick, un autre Patrick. Que ça s'appuie sur des retours d'expérience, que ça s'appuie sur des narratifs, ça s'appuie sur des reformulations, beaucoup sur l'observation. Et donc, c'est un chemin et dont on voit les signes, des signes de progrès qui sont des moments de vérité, et ce que Zeriev appelait le temps de la réalité. Donc la performance est plus difficile à définir, mais elle est plus facile à raconter peut-être. Et enfin, ma troisième idée, c'était l'idée que la réconciliation des deux, c'est la dimension humaine. C'est un peu ce que disait Zeriev, passer du savoir au sachant, mais l'idée du réseau qui apparaît comme étant une façon de concilier deux, l'idée de la culture, de mettre en place une culture d'apprentissage, une culture d'acuité cognitive, si on veut, et donc construction des hommes, où l'employabilité dont parlait France est une façon finalement de mettre en place cet écosystème qui traite à la fois le court terme et le long terme, l'efficacité et la performance. Voilà, j'en ai déjà pas dit, mais j'en peux élaborer là-dessus. À toi. Alors moi, je me suis fait 2 fils rouges. Alors, un qui est sur la marotte et puis 2 sur une expérience. La marotte, c'est les communautés. Et en fait, je trouvais ça un petit peu partout, à la fois dans le court terme et dans le long terme. Alors, je voyais Patrick, par exemple, qui parlait du rôle des métiers. Et je pensais à une entreprise dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, qui est Schlumberger. Et je me suis dit, les métiers, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont eu la maturité de les mettre en œuvre. Patrick en parle beaucoup dans son discours, ainsi que le club de champ des connaissances, mais en pratique, des boîtes qui ont fait des métiers, c'est pas courant. Et
si on a cette organisation métier, alors on peut raccrocher plein de trucs autour. Effectivement, le temps long, les communautés liées au métier, l'identité enrichie dont parlait Zirieb par rapport au profil des gens pour pouvoir ensuite retrouver des sachants, s'assurer que le contenu sera vraiment conservé à long terme. Et puis, toujours pareil sur les communautés, je pensais à EDF avec Robin, ces communautés que moi j'appelle, ou que la recherche appelle, les communautés pilotées opérationnelles d'exploitation. C'est vraiment une communauté dont le but, c'est de s'assurer que les processus vont tourner. Et là, clairement, c'est fondamental dans le cas de EDF, et c'est sûr à court terme que ça va marcher, que globalement, on fera des économies, que le processus tournera, etc. etc. Et clairement, dans une optique court terme, les communautés donc, opérationnelles d'exploitation sont pilotées parce qu'il y a quelqu'un qui l'anime, qui a 20% du temps qui est associé à ça, va permettre ce genre de performance. Et puis, j'ai toujours parlé autour de ça, c'était l'échange avec les pairs. Et l'INSEP, Patrick Roux, j'ai beaucoup aimé l'histoire de... en tant qu'entraîneur, les pairs, c'est une source d'inspiration et ça évite de reproduire ce qu'on a fait nous-mêmes. Et je me suis dit, en tant que consultant, en tant que personne qui, en quittant une boîte, crée une boîte de conseil, évidemment, la tendance est de reproduire ce que j'ai fait avant. J'ai fait des choses dans ma boîte précédente, je vais les appliquer chez les clients parce que je sais ça. Et l'écueil, c'est de reproduire ce qu'on a fait dans des boîtes précédentes pour l'appliquer aux autres, quoi. Et donc, c'est grâce à Copain, justement, qui est aussi un moyen d'éviter ce biais. Et cet échange permanent avec les pairs, ces revues qu'on fait tous les mois, permet de s'enrichir et d'éviter justement de reproduire ce genre de choses. Et puis, il y avait le second point, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai posé la question sur le records management, parce qu'il y avait tant de l'entreprise. Et puis, à un moment, on parlait des contenus, de la migration des bases, des pointeurs vers le RSE qui permet d'avoir la discussion autour. Et j'ai eu la chance de vivre des boîtes où on a migré plusieurs fois. Alors, Jean Schneider, on a fait 3 systèmes RSE en 5 ans. Donc, vous imaginez, si vous commencez à pointer vers des discussions passées, vous les parlez une fois, vous parlez 2 fois, puis à la fin, vous les avez plus. Donc, c'est comment on fait pour garder justement cette fameuse discussion passée, sachant que dans une boîte pour qui le temps long n'existe pas et qui est très, très court-termiste, parce que la formation est un moyen, eh ben, elle se fout complètement de garder l'historique. Parce que c'est un coût de sauvegarde de garder des vieux systèmes. Donc la pérennité, effectivement, pour des gens comme nous qui voudraient bien garder le lien vers la conversation passée, ou le contenu de ce qui a été fait, va à l'encontre finalement du chef. Et quand on voit l'histoire je pensais à la fameuse forêt là, de Microsoft, dont parlait Raphaël, un des moyens que les chefs avaient dans l'immigration, c'était de se dire, de toute façon, il y a du contenu, il y en a trop, on sait que c'est le bazar. Si on migre les gens régulièrement, ça va les forcer à faire des choix. Parce qu'ils vont dire, on va leur dire, écoutez, migrer, ça a un coût, donc c'est pas gratuit, on ne va pas tout prendre, donc vous devez faire le choix. Si vous prenez, tant mieux, sinon on jette. Et ça force régulièrement les gens qui gèrent du contenu à faire des choix sur ce qui est important et ceux qui l'est moins. Et je reviens encore à cette histoire de format, de support et d'encodage pour les documents, parce que pour un vieux comme moi qui a vu Lotus 1.2.3, qui a vu WordPerfect, qui a vu Lotus Notes, qui a vu mes parents qui sont sur des Mac, qui ne peuvent même pas lire la version Microsoft d'il y a 8 ans, parce qu'il faut Word sur Mac ne lit que les versions DocX et ne lit pas les précédentes. Et vous vous retrouvez, vous dites, merde, comment je fais pour m'assurer que mon contenu sera lisible dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que c'est le format qu'il faudra migrer? Comment je vais m'occuper? Et dans beaucoup de boîtes, c'est quelque chose qui passe ici. Parce qu'on pense que ça va marcher. Et puis, l'autre sujet qui me fait penser sur le contenu, sur la durée, j'arrête là, c'est les fameuses vidéos. Je trouvais ça génial. En ce moment, on est très vidéo, et tous les gens voient des vidéos partout. Partout, il y a 5 ans ou 10 ans, on lisait des journaux, maintenant c'est des vidéos partout. Je me suis dit, l'intérêt de l'écrit, c'est qu'on peut le scanner avec les yeux et on peut lire 3 pages rapidement, tac, 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 on voit les différents mots qui apparaissent, on fait un petit résumé. Avec une vidéo, et vous essayez de scanner une vidéo de 1 demi-heure pour essayer de la comprendre tout de suite. Ben non, il faut vous la lire pendant 1 demi-heure. Nous, oui, parce qu'on a la traduction speech de texte. Ouais, mais d'accord, ouais. Oui, parce que dans ce cas, tu repasses sur l'écrit.
Et donc, la notion, effectivement, d'avoir... Moi, ça manque. Tout ça, ça fait penser, effectivement... Donc, voilà un petit peu les liens que j'avais en tête comme réflexion. C'est intéressant, cette idée de la vidéo qui a été présentée par Gilles Rodriguez. C'est cette idée qu'elle c'est un peu un intermédiaire entre l'écrit et la collaboration. C'est quelque chose d'un peu nouveau et qui est quand même vachement utile à ce niveau-là. Je pensais aussi, quand je parlais tout à l'heure de l'intégration au court terme, long terme et tous les leviers qui peuvent exister. Alors, je parlais du levier des personnes, le levier social. Effectivement, on retrouve cette idée dans tout ce qui a été présenté que la gestion des personnes va jouer un rôle clé justement dans une politique quand même qui est holistique, quoi, qui concerne à la fois le court terme et le long terme. L'idée on se connaît, hein, qui a été dit plusieurs fois, mais pas seulement d'ailleurs on se connaît au sein d'une communauté. Patrick Roux est allé plus loin en disant c'est de la solidarité, c'est du corps à corps. On a besoin au moins dans le sport, de se frotter l'un à l'autre au sens propre du terme, pas seulement au sens intellectuel du terme. Ça m'a frappé que cette idée que la proximité des gens joue un rôle important dans une politique long terme de gestion des connaissances. Alors, il y a aussi cette idée de valoriser ces liens entre personnes, valoriser l'entraide, le social, l'aide à l'autre, hein, donc il devient quelque chose qui est poussé comme une culture d'entreprise chez Microsoft, et dont déroule finalement, dont peut découler toute une politique d'entreprise apprenante en quelque sorte. Et à ça, à toute cette modalité de gestion des personnes, aussi le marché interne, réutiliser des personnes là où on en a besoin, les rendre beaucoup plus mobiles, se traduit par une nouvelle forme d'organisation. Je renvoie à ce que disait Patrick Coustillière au départ, hein, c'est l'organisation. Il y a des organisations qui sont structurellement favorables à une politique KM, mais d'autres qui ne le sont structurellement pas. Et plus c'est matriciel, plus c'est maillé, plus c'est favorable, parce qu'effectivement, ça repose beaucoup plus sur les personnes que sur le déploiement de politiques d'entreprise ou de process d'entreprise, qui sont néanmoins nécessaires. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Dire un mot ? Bien sûr, parce que d'autant plus que j'avais perdu le fil de mon idée. Tu parlais effectivement là, de favoriser le partage. Mais je dirais plus que loin, c'est plus que le partage, c'est la réutilisation. Parce que partager, c'est très facile. Hein. Je mets ça en ligne, une base de données, une base de référence, je mets le contenu, ça y est, j'ai partagé. Mais l'étape plus loin, c'est je réutilise. Donc en gros, j'ose montrer que je ne sais pas et que donc je vais aller soit demander aux autres, soit je vais récupérer ce qui existe. Et c'est pour ça que j'aime bien dans Microsoft les deux questions qui sont posées par les managers de l'entretien biannuel, c'est ce que j'ai contribué aux autres, donc ce que j'ai aidé, et puis ce en quoi j'ai été aidé par les autres. C'est que si je n'ai pas été aidé, c'est que je ne suis pas bon, parce que j'ai voulu réinventer la poudre. Et si je n'ai pas aidé, je ne suis pas bon, parce que j'étais tout seul dans mon coin. Donc je pense qu'il y a les deux. Il y a j'ai aidé et j'ai été aidé. Et c'est fondamental, le reuse, parce que c'est très dur. On voit dans beaucoup de cas de Rex ou de bases de données de référence, etc. On charge le truc, mais le reuse, c'est pour moi, c'est là où il y a la valeur. Et c'est très, très dur, parce que généralement, l'être humain a du mal à accepter qu'il ne sait pas, à le dire aux autres et à dire j'ai envie, je montre le fait que je ne sais pas, quoi. Sauf s'il est en relation de confiance, voilà. Et dont on a parlé précédemment. Dans une communauté. Dans une communauté, absolument. Et tous partisans des communautés. Non, moi, je voudrais justement profiter de ce que tu viens de dire pour élaborer une espèce de synthèse que j'ai en tête depuis un certain temps. C'est que quand on veut avoir une démarche quand même qui est très englobante, qui englobe le long terme, le court terme et qui vise finalement à la performance ultime de l'entreprise, que je ne sais pas très bien mesurer, il y a quelque chose que je sais mesurer quand même, c'est le moral des troupes. Le rapport sur le moral des militaires, dont on se demande qu'est-ce que ça signifie au départ, mais on retrouve un peu l'équivalent dans toutes les métriques de l'engagement. Chez nous, Raphaël parlait de 98% d'engagement dans ces jardins-là, Kay Gardens. Et en fait, l'engagement, c'est quand même une certaine preuve, d'une certaine façon, pas une preuve, mais une indication que les gens pensent qu'ils ont un avenir, qu'ils pensent que l'organisation dans laquelle ils sont ont un avenir, pensent qu'ils sont aidés, pensent qu'ils aident les autres, pensent qu'ils font partie d'une communauté au sens général du terme. Il y a peut-être un axe de travail général pour nous tous sur cette idée de la mesure de l'engagement en complémentarité de la mesure du retour sur investissement lorsqu'on investit sur des outils.
Ou des process. Absolument. Il y a des boîtes qui mesurent l'engagement. C'est un des vecteurs. Absolument. Parce qu'évidemment, il ne faut pas mettre trop de KPI. Donc, reprendre les KPI de la boîte comme l'engagement, c'est un bon moyen pour pouvoir avoir une idée si ce qu'on fait fonctionne ou pas. C'est ça. Arrêtez, c'est ça. On arrête tout. Hop. Ouais, non, c'était pour profiter de. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé aux tables rondes. Merci à nos animateurs. Merci à tous ceux qui sont en ligne et qui nous ont vus justement pendant 3 heures, quand même, qui ont supporté pendant 3 heures. En 2 liens. En 2 liens. Et merci à tous ceux qui sont sur place. Je peux te dire aussi? Oui, parce que nous aussi, on est aussi organisés quand même. Merci aussi. Non, mais je disais merci à tous copains parce qu'en fait, cette matinée, c'est vrai que c'est organisé entre nous et on commence souvent l'été à réfléchir au thème. Et du coup, après tous ces merci, on va pouvoir prendre un petit verre. 100% de l'organisation, c'est Laurence. C'est gentil. Absolument. Mais il n'y a pas que, hein, on était beau, on était plein. Je vous invite à aller boire un verre à l'espace coworking juste à côté. Et comme ça, on pourra continuer les discussions. Et merci beaucoup.